vous vous trompez. Je ne suis pas celui qui monte. Je suis l'autre toujours, celui qu'on n'attend pas. Ma face sous le masque rouge, gloire et honte, tourne au vent que je veux pour seul guide à mes pas. J'assumerai l'immobilité des statues, sous la colère de l'orage aux gestes torts, qui rompt au sol vos fronts, ruines abattues, mais me laisse debout, n'ayant raison ni tort. Qu'espérez-vous de moi, seul, droit dans la tourmente, terriblement absent, roi d'effroi, sans sommeil? Pour parler aux vieux morts, il faut trouver la fente par où filtre un rayon noir de l'autre soleil. Et si je tombe avant le soir sur la grande route, la face contre terre et les deux bras en croix, du fond de tout l'influx de force sourd en moi, je me redresserai pour la nuit des déroutes, et je remonterai vers vous comme la voix des grandes eaux hurlant sous les nocturnes voûtes. Avant l'heure et le signe advenu, laissez-moi seul, vous tous qui niez le prophète, transmuant toute vie en un retournement, du sens illuminé par d'immortels tourments. Laissez-moi dans le vide atroce de ma tête, confondant, confondu, confondu, confondant. L'auteur de ce cri admirable, l'un des plus déchirants dont ait retenti la poésie française, c'est Roger Gilbert Lecomte. On se contentera de rappeler ici que, né à Reims le 18 mai 1907, camarade de René Daumal et de Roger Vaillant au lycée de cette ville, il fonda avec eux à Paris, en 1928, la revue Le Grand Jeu, qui allait à l'essentiel et que toute une jeunesse redécouvre aujourd'hui. Roger Gilbert Lecomte avait tout pour réussir. Beauté, génie, sensibilité, distinction. Mais l'abus de la drogue ne devait pas tarder à mettre un terme à de brillants commencements. Prisonnier de sa propre angoisse, incapable d'échapper à une passion qui le déchargeait du point intolérable de la réalité et ne cadrait que trop bien avec ce fanatisme du refus qui le caractérisait, il tomba dans une indescriptible misère et à 36 ans, le 31 décembre 1943, mourut du tétanos à l'hôpital Broussais. Il n'avait conservé que quelques amis, aux yeux desquels sa lucidité, sa résignation et l'étincellement maintenu de son esprit tenaient lieu de couronne de gloire. Sur lui, je donnerai d'abord 2 témoignages, le premier relatif à ses années initiales, le second à son déclin. Écoutons donc Jean Duflot, condisciple de Gilbert Lecomte au lycée de Reims, de la 3e à la philo. Il est en somme de tous les survivants, celui qui aujourd'hui peut remonter le plus loin dans le temps. Ça fait 50 ans cette année que j'ai rencontré Roger pour la première fois. J'arrivais de Paris, du lycée Henri IV, et je tombais à Reims, dans une ambiance toute différente de celle de Paris. Il y avait beaucoup plus de liberté, une discipline très large, qui a permis par la suite beaucoup plus de camaraderie, je crois, que nous n'en avions à Paris. Et un des premiers à m'aborder, comme on aborde tous les nouveaux dans ce cas-là, c'est, je crois, Roger qui l'a été. Le fait que je venais de Paris me conférait un tout petit prestige auprès de ses Rémois. Et s'il n'avait pas fait les premiers pas, je les aurais sans doute fait vers lui, tellement il tranchait sur ses camarades. Il était beau garçon, grand, bien découplé. Il avait un air de maturité que n'avaient pas la plupart des autres. Je crois que c'est ce qui frappait surtout. Petit à petit, au fur et à mesure de nos relations, j'ai découvert bien sûr d'autres qualités. Sa courtoisie, son sens de la camaraderie. Et évidemment, comme nous étions en classe, j'ai remarqué aussi sa suprématie à peu près en toutes choses. C'était vraiment, je crois, ce qu'on appelle le coq de la classe. Quelle était son influence justement sur la classe ? Son influence sur le reste de la classe, mon Dieu, elle était assez nette. Il n'était pas seul. Vous savez qu'il y avait Roger Vaillant. Daumal n'est arrivé qu'en seconde, lui. Mais Lecomte, Vaillant, par la suite Daumal, celui que vous appelez Noé B, formaient vraiment une tête de classe extraordinaire. Alors, son influence s'exerçait surtout, je crois, sur ses camarades, sur ses amis les plus proches, c'est-à-dire ceux que je viens de nommer. Moi, j'étais un peu à part, j'étais vraiment plein d'une affection pour lui
qui me tenait, qui me faisait me dévouer à lui le plus que je pouvais. Sur le reste de la classe, mon Dieu, c'était l'élève le meilleur, c'est beaucoup. Oui. Mais c'était aussi un camarade extraordinaire qui savait participer à tous les chahuts, qui savait se mettre de plein pied avec tout le monde. Dans une classe, il y a de tout. Il était vraiment ami, je crois, avec tous. Il y en a quelques-uns qu'il est un peu envié, c'est certain. Mais dans l'ensemble, je suis persuadé qu'il avait la cote d'amour. Au fur et à mesure des années, déjà en seconde, en première, il prenait une tournure, sa vie prenait une tournure qui nous inquiétait un peu. En seconde, déjà, il commençait à se droguer. Je revois Lecomte, je revois D'Aumale en études, la figure enfouie dans un mouchoir imprégné de tétrachlorure de carbone. Ça n'était pas sans nous faire peur pour lui. Ça a écarté beaucoup de ses amis, d'ailleurs, dont moi, qui me destinais en première à la pharmacie et qui me voyaient mal continuer une amitié aussi dangereuse pour lui et pour moi. Mais après le tétrachlorure, ils se sont mis à la cocaïne, à l'héroïne. À la cocaïne, je me rappelle que Georges Long, un de nos amis un peu aventuriers, allait de temps en temps à Paris et leur en procurait. Une fois ou deux, il en a procuré de la fantaisie, qui ne faisait pas d'effet, mais qui leur en faisait peut-être quand même par suggestion. Mais cette drogue, ce goût de l'alcool qui lui est venu tard, peut-être en fin de philo, nous a vraiment séparés. Roger parlait de son action future. Et a-t-il communiqué ses premiers poèmes à ses amis, à ses camarades? Son action future, moi je me rappelle une chose extrêmement nette, bien que mes souvenirs au bout de 50 ans soient quelquefois affaiblis. Je me rappelle fort bien, je crois que c'était en fin de seconde, ça se passait chez moi, où il venait assez souvent. Et il m'a dit de façon extrêmement nette et lucide ce qu'il deviendrait. Il m'a dit, moi, ça ne fait pas de doute, je mourrai jeune, je mourrai drogué. Je lui ai demandé, bon, c'est bien ça, je prenais un peu à la blague. Et D'Aumale mourra jeune aussi. D'Aumale mourra jeune et c'est dommage, il a beaucoup de choses à dire. Il disait, mais de nous tous, il n'y a que Vaillant qui sera vraiment un écrivain. Et écoutez, c'est extraordinaire, mais tout ça s'est réalisé à la lettre. Mais son avenir, je pense que lui-même y pensait, mais je l'ai toujours vu dans toutes ces conversations, dans les causeries, les lectures qu'il me faisait chez lui, rue Hincmar, tourner plutôt vers le passé que vers l'avenir. Mais pas son passé de cette terre. Il avait l'air d'être obsédé, d'être chargé d'un fardeau de souvenirs. Et véritablement, il en souffrait. Alors je me demandais, moi, ce qu'il ferait dans la vie, un garçon pareil qui était chargé de tels dons, avec cette inhibition à vivre. Il était vraiment choqué et ulcéré par les nécessités de la vie. Et c'est pourquoi nous nous ingénions, quelques-uns et moi, à lui éviter tous les travaux, toutes les corvées qui lui étaient beaucoup plus pénibles qu'à aucun de nous. C'est pour ça que je pense l'avenir pour lui devait être uniquement littéraire, à ce moment-là tout au moins. Mais l'époque où il a vraiment évolué, au fond je ne l'ai plus connu. Nous sommes plus ou moins séparés au début de la drogue, et quand il a commencé sa médecine, moi je redoublais ma philo, comme il l'a remarqué, et je ne pense pas qu'il ait eu très tôt une vision nette de son avenir. Ça a dû lui venir au moment... Évidemment, quand ils ont lancé le grand jeu, il est certain que l'avenir littéraire lui paraissait plein de promesses. N'y avait-il pas chez lui, pourtant, une disposition naturelle à la gaieté, je dirais presque à l'extrême gaieté? Oui, bien sûr, mais j'ai l'impression que cette tendance à la gaieté a été en courbe décroissante. Autant en troisième, en seconde, il était gai, des balades en vélo, des chahuts au lycée ou hors du lycée. Il était vraiment très gai, très spontané. J'ai l'impression que déjà en fin de première, en philo, il était beaucoup plus calme, plus pondéré et plus sombre souvent. Je me rappelle, oui, en seconde et en première, c'est fou rire qu'il prenait, ou en classe ou en études. Je me rappelle un fou rire chez lui. Un jour, qu'il me montre une lettre qu'il préparait pour René Maublanc, il voulait lui soumettre des poèmes. Et il terminait sa lettre en disant « Je vous demande, monsieur, de bien vouloir m'envoyer très humblement votre avis ». Alors, à la vue de cette bévue, il partait d'un fou rire extraordinaire.
Non, c'était un être gai, je crois, foncièrement, et qui a évolué vers une espèce de sombre caractère, de sombre humeur, qui n'était certainement pas permanente d'ailleurs. Gilbert Lecomte, qui 6 mois avant sa mort, avait répondu au désir de son père, M. Edmond Lecomte, en testant en sa faveur, « Laissez des inédits, qu'Arthur Adamoff et moi-même décidâmes de réunir en un livre, après y avoir joint un certain nombre de textes déjà publiés. Toutefois, Testament dut attendre de longues années avant de trouver un éditeur et de paraître en 1955 chez Gallimard, dans la collection Métamorphose. En 1960, M. Edmond Lecomte disparaissait à son tour. C'est alors que sa légataire universelle, Mme Urbain, se manifesta pour la première fois. Devenue du jour au lendemain l'ennemi officiel et déterminé du poète, elle fit savoir qu'elle s'opposerait à toute publication nouvelle. La loi était pour elle, et l'on ne pouvait que se conformer à sa volonté. Un événement inattendu allait me fournir l'occasion d'entreprendre contre Mme Urbain une action que j'espérais efficace. Mais maître Roland Dumas, qui, soutenu par André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, a plaidé notre cause, vous parlera beaucoup mieux que moi de l'action judiciaire qui finalement dut être engagée pour venir à bout de notre adversaire. Ainsi qu'on vous l'a dit, Roger Gilbert Lecomte est décédé à la fin de 1943. Il laissait une œuvre littéraire importante, mais à laquelle il manquait encore toute sa correspondance. Or, cette correspondance a posé des problèmes juridiques très sérieux qui ont amené une procédure judiciaire devant le tribunal de Reims. En effet, Roger Gilbert Lecomte est décédé sans laisser d'héritier si ce n'est son père. Il avait fait un testament en faveur de son père, et celui-ci, qui lui avait survécu, est décédé quelques années après, en instituant légataire universelle une dame qui vivait près de lui et qui s'appelait Madame Urbain. De ce fait, par le jeu des règles de la succession, Madame Urbain se trouvait être l'héritière du droit de divulgation de l'œuvre de Roger Gilbert Lecomte. Or, cette dame, qui avait des conceptions littéraires très particulières, qui était la gouvernante du père de Roger Gilbert Lecomte, avait émis la prétention de stériliser cette correspondance et d'interdire toute publication. Fort heureusement, un nouveau texte avait été voté par le Parlement. C'est la loi du 11 mars 1957, loi que j'avais contribué à faire voter moi-même alors que j'étais parlementaire. Et ce texte avait ouvert une brèche dans le domaine de la propriété littéraire et artistique. Avant la loi, du temps de l'ancien texte, seuls les héritiers ou les légataires universels pouvaient disposer du droit d'éditer ou de non éditer une œuvre. C'était un droit quasi absolu et les tribunaux se refusaient à arbitrer lorsqu'un conflit pouvait surgir à cette occasion. Il y a des exemples célèbres dans la littérature française, je ne veux pas y revenir. La loi avait innové en ce sens qu'elle avait, dans un article 19 et dans un article 20, posé le principe qu'en cas d'abus notoire, de refus de divulguer, les tribunaux pourraient se saisir de l'affaire, pourraient être saisis, soit par le ministre des Affaires culturelles, soit par tout autre organisme, et les tribunaux pourraient autoriser cette publication. C'est ce que nous avons fait. Comme vous le savez, nous avons créé une association des amis de Roger Gilbert Lecomte. C'était dû à l'initiative de mon ami Pierre Minet. Cette association, régie par la loi de 1901, était présidée par M. Jean Paulhan et comptait dans son sein les noms les plus illustres de la littérature française contemporaine. Et cette association a engagé un procès en 1966 devant le tribunal de Reims, qui était compétent puisque la dame Urbain habitait toujours Reims, domicile et lieu de naissance de Roger Gilbert Lecomte. Par la suite, le ministre des Affaires culturelles, qui avait pouvoir d'intervenir en justice par la loi, s'est joint à notre procédure et nous avons donc j'ai plaidé pour le ministre des Affaires culturelles, qui était à l'époque M. André Malraux, et pour l'association. Et nous avons dit au tribunal, voilà un bel exemple d'un abus notoire d'une héritière
qui n'est pas héritière par le sang, mais par le jeu des testaments, et qui aujourd'hui s'oppose à la publication d'une correspondance que le monde des lettres attend. C'est une belle occasion de rendre une décision qui fera jurisprudence. Et le tribunal, je dois dire, après un long délibéré, nous a suivis et a admis notre théorie et notre point de vue. Et c'est la première décision, je crois du reste c'est la seule à ma connaissance, c'est la première décision d'un tribunal en application des textes nouveaux de mars 1957. Ce texte a été publié, commenté largement, et ces jours derniers encore, il y a un certain nombre de revues étrangères, des revues allemandes, italiennes, m'ont demandé des commentaires sur ce jugement et ce texte français qui est appelé à avoir un grand retentissement. Voilà, je crois, essentiellement résumé l'affaire Roger Gilbert Lecomte, qui prendra rang parmi les grandes affaires où se mêlent la littérature et la justice. L'intérêt principal de cette correspondance, qui vient donc de paraître chez Gallimard et que j'ai préfacée et annotée, c'est de conduire le lecteur au cœur même d'une amitié jusqu'à présent malaisément concevable. Dans la personne de Gilbert Lecomte, qui, à un an près, avait l'âge de ses camarades, c'est-à-dire 20 ans en 1927, on reconnaîtra tout de suite l'ordonnateur de cette communauté initiatique qui, à l'encontre des surréalistes, se souciait peu du monde extérieur. Apparemment plus originaux à Reims qu'à Paris, ils y exerçaient leur singularité avec un sens profond de la poésie et initiaient de vraies audaces à des pensées novatrices. On peut soutenir que plus ouvertement qu'à Paris, Roger Gilbert Lecomte y affirmait une personnalité faite à la fois d'horreur et d'harmonie, une précocité émouvante, un humour qui, dans ses lettres, apparaît constamment à travers les lignes. Plus tard, et à mesure qu'il s'enfonçait dans l'épreuve, Gilbert Lecomte s'est épuré et a fini par exceller dans la philosophie militante. Moi qui le voyais souvent, j'admirais sa force. Il cultivait le désintéressement et, compte tenu de son aboulie, n'en éprouvait pas moins ce qu'il en coûte de vouloir demeurer pur. La fervente attention des jeunes gens qui aujourd'hui cherchent à définir ce grand poète vient de ce goût de l'ascension spirituelle, de ce cheminement difficile vers une vérité dont Gilbert Lecomte attendait son éveil, mais aussi sa perte. Car, à ses yeux, tout progrès, toute découverte équivalait à une mise à mort, avec ce que cela comporte de violation et de sang. Dans la correspondance, j'ai choisi 2 lettres. La première adressée à Roger Vaillant est datée du 17 septembre 1923, alors qu'ils allaient entrer en rhétorique. Gilbert Lecomte avait donc 16 ans. La seconde, adressée à René Daumal, annonce en quelque sorte la fin de leur alliance. Elle se rapporte aux tentatives de son ami pour élargir le groupe du grand jeu. On y verra que Gilbert Lecomte ne s'y nourrissait pas d'illusions. Ces 2 lettres, ainsi d'ailleurs que les poèmes, seront lus par Jean Bollery. Cher ami, tu me donnes des remords d'être monté à la Tour Eiffel. C'est en effet bien contraire à mes théories. Et une envie folle de m'en excuser, mais cela ne servirait de rien, n'est-ce pas? Ce serait fatigant, sans plus. Je réponds à ton aimable lettre. C'est une preuve que je l'ai reçue, et il est sous-entendu que je t'en remercie beaucoup. Mais auparavant, je voudrais te parler un peu sur d'autres sujets. Pour ne pas changer ma petite manie d'ordre, je continue par la critique littéraire. Contrairement à toi, j'ai lu pas mal ces temps derniers, pas mal de choses insignifiantes, Henri Bataille, etc., mais aussi un bouquin très intéressant, qui m'enthousiasme, À rebours de Huysmans. Cela peut paraître bizarre que je m'enthousiasme encore pour quelque chose, mais je me suis laissé dire qu'il n'y a que les imbéciles qui soient incapables d'admiration, alors cela me console. Vanitas vanitatum. Enfin, ce livre me plaît à presque tous les points de vue. À peu près toutes les idées qui me sont chères, exprimées en un style truculent et réaliste. Mêmes admirations littéraires. Baudelaire est Dieu, et ses prophètes sont Tristan Corbière, Verlaine, Mallarmé et Rimbaud. L'idée baudelairienne de culte de l'artificiel est poussée à un degré héroïque. Beaucoup d'imagination est détraquée à souhait. Et une grande justesse dans ses critiques sur les écrivains, à mon avis bien entendu. J'ai même trouvé dans ce livre, pour peupler ma ménagerie cervicale, un petit animal épatant. Il a une tête de rat avec des jolies moustaches blanches, un corps d'oiseau et une queue de légumes, un vrai chérubin. Pour calmer mon ennui, il me chante des berceuses tchécoslovaques sur l'air de « Monte là-dessus » et je me crois transporté au paradis terrestre. Je l'appelle Sardanapale. Bref,
Ce sera le premier livre que je te prêterai à ton retour à Reims, et aussi les poèmes en prose de Baudelaire que tu n'as pas lus, je crois. Mais surtout, il ne faut plus réclamer à rebours pour nos bibliothèques de classe. Ce n'est pas fait pour le vulgum pecus, mais pas du tout. Je crois me souvenir aussi que tu m'avais demandé autrefois si je continuais l'aventure du moulin de la Rousse. Je me hâte d'y répondre. Non, non, non et non. Pas plus celle-là qu'une autre. Je n'en veux plus. Je sais bien que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Mais j'y userai tous mes ultimes résidus de volonté. C'est trop bête, vulgaire, commun, digne des brutes, bourgeois, ouvriers, philistins. Je n'en veux plus pour avoir le droit de clamer avec Corbière. Vous qui ronflez au coin d'une épouse endormie, ruminant, savez-vous ce soupir, l'insomnie? Pour être la vivante antithèse, nourrir toujours ma réputation de Don Juan conquistador et emporter dans la tombe le secret de ma virginité en gueulant avec Mallarmé. J'aime l'horreur d'être vierge et je veux vivre parmi les froids que me font mes cheveux pour, le soir retiré en ma couche reptile, inviolé, sentir en la chair inutile le froid scintillement de ta pâle clarté, toi qui te meurs, toi qui brûles de chasteté, nuit blanche de glaçons et de neige cruelle. C'est peut-être ridicule, mais j'espère que ce sera original quand j'arriverai à ma 100e année, par exemple. Tu sais, ce n'est pas Huysmans qui m'a donné cette idée-là. Lui conseille plus simplement de remplacer la femme par la locomotive. Ce serait déjà un progrès. Moi, je veux être totalement insexué, anaphrodisiaque. Pour prendre l'habitude et éviter les tentations, je fais en ce moment une cure de silence, solitude et ténèbres. C'est charmant, tu devrais essayer. J'ai fait mettre d'énormes tentures en velours couleur de nuit sur la fenêtre de ma chambre et j'y passe 18 heures par jour. Le reste du temps, je le passe dans le salon, toutes les persiennes et ouvertures fermées, sauf le dimanche, je ne sors plus. Sauf pendant les repas, 1 heure par jour, je ne vois personne, ni la lumière, ni les paroles. Cela donne de l'imagination et ça vaut mieux qu'une saison à la campagne, je crois. Pour moi, du moins. Ceci peut servir d'excuse à mon écriture. Je suis dans la pénombre. Je connaissais jadis quelqu'un, je croyais le seul au monde à me comprendre, qui d'une part, je précise, défendait le parallélisme scandaleux de l'idéalisme dialectique et du matérialisme du même nom, en vertu du principe « oui, mais non ». Moi, j'ai toujours accepté le déterminisme historique en tant que fonction de l'idéalisme dialectique, mais je n'ai jamais beaucoup aimé que l'on m'emmerde avec le mot « matérialisme ». Évidemment, on change. Mais le même quelqu'un s'était promis avec moi de ne jamais faire l'apôtre, ni le jésuite, de mettre toujours les pieds dans le plat, et devant une brochure comme « À présent », de répondre « Non, l'éternité ». Brochure de petits jeux, mélange dangereux, pour d'autres, de conneries matérialistes et de choses très bien. Quant à faire partie du groupe de ces jolis écrivains révolutionnaires comme Pantoufle, merde. La médiocrité, mon petit, l'emportera toujours là-dedans. Quant à faire semblant d'être de leur avis, tu es un peu jeune. Pour cela, il faudrait être plus fort que nous. Nous avions adopté la méthode des coups de pied au cul intellectuels, les pieds dans le plat. Breton, le seul homme de valeur révolutionnaire en France. Pas toujours adroit, n'importe. Tu feras ton véritable devoir chaque fois que tu te feras foutre à la porte. Quand on te flatte, tu flanches, tête molle. Enfin et surtout avec ces histoires de disputes de petits cons et d'activités révolutionnaires, tu parles si elle est molle. Tu ne te rends pas compte que le grand jeu est foutu irrémédiablement, exactement selon la même progression dialectique que Esprit et la révolution surréaliste? Les uns deviennent arrivistes et les autres communistes, idem. Et pourtant, dans ces 3 mouvements aujourd'hui morts, je prétends qu'il y avait autre chose, mais autre chose que les gens faibles ne sont pas capables de supporter longtemps. Tu me demandes des collaborations?
Prendons des populistes. Explique-moi clairement l'affaire Renéville. Sa faute peut être moins grave que la tienne. Le grand crime intellectuel, un groupe qui se dissout et qui baisse le ton pour mieux persuader les idiots qu'il faudrait tuer, car, morts, ils réfléchiraient peut-être. Va dire cela aux écrivains révolutionnaires. Réponds-moi immédiatement, car je veux écrire à Breton, Artaud, Caillois et quelques autres. Et ce sera ma dernière tentative. Car si moi je vais crever, je n'aurai pas capitulé. Toi, tu es foutu. Poète. À moins que... Ah, on rigole. Roger Gilbert Lecomte. J'ai demandé au docteur Jacques Chautan et Jean Puy-Aubert, qui ont bien connu Gilbert Lecomte, de nous parler de lui relativement à la drogue. Est-il exact que celle-ci n'a jamais exercé sur lui qu'une influence destructrice, ou bien faut-il y voir, comme certains amis du poète ont tendance à le faire, le seul moyen dont il disposa pour admettre et dominer l'existence. Selon eux, et sans le secours de la drogue, Roger ne fut pas mort du tétanos, mais il se fut tué, et longtemps avant 36 ans. Docteur, quelle est votre opinion ? Je pense que la question qui nous est posée à mon ami Puy-Aubert et à moi-même comporte deux éléments. Un premier élément, en ce qui concerne la possibilité d'interpréter comme une destruction systématique de notre ami Gilbert Lecomte par l'usage de la drogue. Je pense que l'on peut affirmer d'une façon très catégorique qu'il s'agit là effectivement d'un processus d'autodestruction que l'on ne peut pas nier. J'ai vu la drogue détruire Lecomte entre le garçon que j'ai connu en 1928 et celui que j'ai quitté en 1939. La drogue avait fait son effet et il était détruit. Quant à la deuxième partie de la question posée par Pierre Minet, il importe, je crois, de bien préciser que ce n'est pas en tant que médecin que nous pouvons répondre à cette question. Ce serait sur un plan peut-être beaucoup plus philosophique. Parce qu'il paraît peu croyable qu'un garçon puisse songer à une destruction volontaire à long terme, alors que l'expérience nous montre, au point de vue médical, que les toxicomanes, les drogués, pour employer le terme classique, très rarement aboutissent à un suicide. Ils peuvent être l'objet, évidemment, d'accidents et de mourir d'accidents consécutifs à l'usage de la drogue, mais il ne semble pas que ce soit systématique. Et on comprend mal, on voit mal comment un garçon comme Gilbert Lecomte, qui dans les dernières années de sa vie a souffert vraiment le martyre, s'il avait eu au départ la notion qu'il devait se détruire, ça fait partie justement du but de son existence, à mon sens, n'aurait pas attendu d'être dans un état de misère physiologique épouvantable avec des souffrances terribles pour justement se détruire. Et j'imagine que Gilbert Lecomte est certainement un homme qui s'est d'une part intoxiqué et qui a été l'objet d'une déchéance qui n'a fait que croître et devenir inéluctable et irréversible à la fin de sa vie, mais qu'en tout état de cause, cet garçon ne s'est pas suicidé. Je suis d'autant plus de ton avis que j'ai relu cette nuit toutes les lettres que j'ai reçues de Lecomte de 1931 à 1939 et qui, à partir de 1933, étaient des appels non seulement à l'aide pour se procurer de la drogue, mais pour vivre, et qui étaient de toute évidence des appels de quelqu'un qui souhaitait vivre pour réaliser son œuvre. La revue Le Grand Jeu a eu 3 numéros qui sont parus respectivement en été 28, au printemps 29 et en automne 30. Au sommaire du premier numéro, il était indiqué que la revue était dirigée par Roger Gilbert Lecomte, René Daumal, Roger Vaillant et Joseph Chiba. Dans les 2 numéros suivants, seul le nom de Roger Gilbert Lecomte, qui en était l'inspirateur principal, a subsisté comme directeur de cette revue. Plus tard, se sont adjoints d'autres écrivains, en particulier Georges Rimémont d'Essaigne, Pierre Minet et Roland de Renneville, qui constituent l'équipe du Grand Jeu. Les intentions de la revue
ont été signifiés dans le numéro 1 par un avant-propos de Roger Gilbert Lecomte, où nous retrouvons la plupart de son inspiration métaphysique. En effet, il explique que la volonté du grand jeu, qu'il considère comme une communauté initiatique, c'est d'abord de faire le vide en soi, deuxièmement, de remettre tout en question à tous les instants, troisièmement, il revendique le droit à ce que les hommes nomment lâcheté, il explique que lui et ses amis sont des comédiens sincères et qu'ils ne veulent pas écrire, mais qui se laissent écrire, comme il dit, c'est-à-dire qu'ils laissent en eux quelque chose écrire à leur place. Et puis, il indique qu'une immense poussée d'innocence a fait craquer en eux tous les cadres des contraintes sociales. Et ce manifeste se termine par une phrase provocatrice qui est la suivante: « Nous avalerons Dieu pour en devenir transparent jusqu'à disparaître ». C'est donc d'abord un sursaut de révolte qui est à la base du groupe et de sa publication. Et en effet, le numéro 1 est consacré à la révolte. Il est consacré à la révolte et il commence par un discours du révolté de Maurice Henry, suivi de deux textes, l'un de Daumal, l'autre de Roger Gilbert Lecomte, où on explique que la révolte est la condition première de toute activité spirituelle. Cette liberté et ce goût de la provocation paroxystique, plus que dans des textes souvent emphatiques, est peut-être mieux marqué dans les titres courants qui sont en haut des pages et dont je citerai quelques-uns. Par exemple, Morora, vive l'amidon, ou encore Le droit commun n'est pas le nôtre, ou Nous défendons Sacco et Vanzetti, nous préférons Landru, ou encore T'en va la cruche à l'eau qu'à la fin elle est saoule, ou encore Sachez violer, sachez étrangler, ou quelquefois une sorte d'humour vient à la rescousse de ces provocations. Ainsi, le train ne peut partir que les paupières fermées, ou encore tout m'est égal, j'égale tout. D'autre part, une assez large place était faite à la poésie dans cette revue qui se cabrait si fort contre la littérature. Des poèmes de Saint-Paul-Roux, de Robert Desnos, de Nesval et d'autres. Dans le numéro 2, un second manifeste intitulé Casse-dogme et signé à la fois de Roger Gilbert Lecomte et de René Daumal explique sans embâge que le grand jeu est entièrement et systématiquement destructeur. Mais en même temps, il y a une affirmation qu'on retrouvera constamment dans les 3 numéros de la revue, l'affirmation d'une croyance à la pensée universelle, dont les dogmes seraient des formes sclérosées et asservies. Par conséquent, la pensée universelle doit briser ces dogmes afin de retrouver sa pureté primitive. Le numéro est consacré à des essais sur Rimbaud et comporte une lettre inédite de ce poète. Le principal de ces essais est signé de Roland de Reneville et c'est un fragment de son livre qui devait paraître à peu près au même moment et qui s'appelle Rimbaud le voyant, livre auquel Benjamin Fondane devait répondre par un autre ouvrage, Rimbaud le voyou. Dans les 3 articles consacrés à Rimbaud, on voit encore plus que dans le premier numéro apparaître les préoccupations du groupe relatives à l'hindouisme. Rimbaud est considéré, d'une façon d'ailleurs assez arbitraire, je crois que ça n'a jamais été confirmé, comme un adepte des Upanishads et des doctrines hindoues, et on interprète l'immense et raisonné dérèglement de tous les sens qu'il a réclamé comme la source principale de son inspiration. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais c'était certainement l'inspiration principale du grand jeu et la source de la poétique du groupe. C'est naturellement dans la drogue qu'il devait chercher cet immense et raisonné dérèglement de tous les sens qu'il considérait un peu comme une expérience métaphysique. Cette expérience métaphysique fait l'objet du numéro 3. Qui est consacré à l'univers des mythes et qui essaye d'établir la réalité objective des rêves, à propos de Gérard de Nerval et de son livre Aurélia. Un texte particulièrement important qui figure dans ce numéro est le récit des rendez-vous nocturnes en rêve que René Daumal prenait avec son ami Robert Mérat.
Ainsi, il semble qu'ils se rencontraient dans la cité des songes, dont il y a une description, et que D'Aumale, que l'auteur de l'article, considère comme objective, comme ayant une existence indépendante de la réalité et aussi réelle qu'elle. Je crois que c'est dans cette perspective qu'il faut situer le grand jeu. Cette revue montre le drame d'un groupe de jeunes gens qui étaient sans aucun doute fascinés par le surréalisme, envers qui il montrait une sévérité à la fois naïve et ardente. Ils prenaient la révolte au sérieux et ils étaient un peu inquiets des côtés purement littéraires, au mauvais sens du mot, du surréalisme. Et maintenant, appliquons-nous à revoir. Je voudrais poser une première question à ceux qui vont évoquer leur ami et exprimer l'admiration qu'ils lui gardent. Cette correspondance que vous ne connaissiez pas, vous a-t-elle révélé un nouveau Gilbert Lecomte et l'enrichit-elle dans votre esprit? Georgette Camille. Non, à mon sens, Gilbert Lecomte ne sort pas grandi de cette correspondance. Je trouve que son humour, un peu trop forcé, est peut-être le signe d'une espèce de langage, de code entre ses frères et lui. Autant René D'Aumale garda un humour qui lui appartient exclusivement et qui était, si l'on peut dire, d'ordre métaphysique, autant je ne retrouve pas dans ses lettres l'esprit de Gilbert Lecomte tel que je l'ai connu à Paris. Arthur Arfaud. Cette correspondance m'a appris pas mal de choses sur Roger, mais sur un plan qui n'était peut-être pas jusqu'alors très approfondi pour ce qui me concerne, surtout en ce qui concerne les rapports que j'avais avec lui. Il me paraît plus humain. Je m'approche beaucoup plus de Roger en lisant cette correspondance que je n'ai jamais pu le faire étant à chaud dans mes relations avec lui. Maurice Henry. Eh bien, moi je le reconnais bien. Dans cette correspondance, c'est exactement pour moi, qui l'ai connu très intimement, le Gilbert Lecomte que j'ai connu au cours des quelques années de l'époque du grand jeu. Moi, vous savez, je passais des nuits avec lui, des jours avec lui, nous habitions les mêmes hôtels, et effectivement, c'est pour ça que je dis je le connaissais intimement, c'est-à-dire je le connaissais dans la vie quotidienne, dans son comportement complètement usuel. Enfin, et alors, il avait cet humour-là, et il faisait ces plaisanteries-là, et il pouffait de rire pour des bêtises et pour des jeux de mots, exactement comme dans la correspondance. Marianne Lams. Je ne connais pas Gilbert Lecomte du temps de Reims, mais je pense que c'est la mentalité, le climat d'un étudiant en médecine très libre, et on sentait qu'il avait cet humour qu'il aurait pu avoir toujours, qu'il a eu à ce moment-là, et qu'il a eu ensuite aussi là, des moments de liberté lorsqu'il était avec nous au grand jeu. Fernand Lombroso. Plutôt que de vraiment découvrir à nouveau Roger Gilbert Lecomte, que je crois avoir assez bien connu, elle m'a approfondi dans la connaissance de son personnage et de cet être fascinant qu'était Roger, pour lequel j'ai eu toujours une grande affection et une grande amitié, mêlée aussi d'estime et de respect, car je pense que c'est un des plus grands esprits que j'ai rencontrés au cours de ma vie. Je n'arrive pas à avoir un souvenir précis d'une première rencontre avec Roger. J'ai, dans les années 28 à 30, fréquenté beaucoup les cafés de Montparnasse avec Adamov et Monil Bouli, et là nous avons rencontré plusieurs amis, parmi lesquels il y avait Roger Gilbert Lecomte, René D'Aumale et Roger Vaillant. Alors, et souvent nous restions longuement également à bavarder avec Antonin Artaud. Il y a énormément de lettres adressées à Roger Vaillant par Gilbert Lecomte au début de la correspondance publiée par toi. Cette amitié a duré pratiquement jusqu'en 31, mais elle a déjà été très vivement entamée par les histoires provoquées par le malheureux article de Roger Vaillant dans Paris Midi en 28. Et ensuite, elle s'est tout de même maintenue, mais elle a commencé à comment dirais-je, à se défaire, car c'est plutôt comme cela qu'il faudrait dire, comme un tissu qui s'use et dont les trames s'éloignent les unes des autres. Et ça a été probablement dans les années 30-32 à peu près.
J'admire ton adaptation au réel. Dans tes lettres, tu passes du monde de tes idées au monde de tes faits sans choc. Cela est tant impossible pour moi qui marche, séparé du monde extérieur par un cube translucide. Si le cube transparent, on est vivant. Si le cube opaque, on ne voit pas et on n'est pas vu. Par choc sans durée, mon cube se troue et laisse filtrer une image dont la luminosité me torture la rétine, comme au sortir du grand sommeil dans une case de four électrique. Je suis schizophrène, substrat pathologique nécessaire à l'autisme. Aussi, mythomane, paranoïaque, mégalomane. Je crois que mon apparente raison est faite de l'équilibre instable de toutes les démences qui s'annulent presque par leur tiraillement. J'ai des idées fixes, non pas une. J'ai un désir maladif de recevoir promptement, très dit, libertinage, d'Aragon, parce que venant de toi, j'attache à ce geste une importance au point de vue, joli style, de notre liaison mystique. Je voudrais que tu m'envoies aussi un dessin de toi, l'hyperclown Hystérius, que je vous avais envoyé dans une lettre un peu avant les vacances, parce que je ne sais plus reproduire son expression et qu'elle est capitale pour ma nouvelle bulle. Non encore commencée, hélas, bien entendu. En feuilletant de vieilles œuvres de Nathaniel, le célèbre inventeur de « La statue d'air comprimé », j'ai retrouvé un poème en prose très ancien qui s'intitule « Le clan des mouches », comme le tien. On ne s'en souvenait plus personne. C'est étrange, ces phrases pures qui planent dans le patronage et se reflètent très différemment dans chacun. Pierre Marianne? J'ai toujours préféré la métaphysique à la littérature et j'ai beaucoup aimé son goût pour la poésie. Il parlait toujours des poètes, il aimait citer Rimbaud, Mallarmé, Saint John Perse, son poète préféré. Il disait très bien les vers et c'était une joie d'écouter parler et lire des vers. Ne voyez-vous pas en lui un visionnaire, un voyant? Certainement, parce qu'il aimait tellement tout ce qui se rapporte à ce qui est la voyance, l'illumination, le développement de tout ce qui est extrasensoriel. Il citait Rimbaud et William Blake, parce c'était des visionnaires. Avez-vous été frappé par ce fond de gaieté qui ne le quittait pas et qui témoignait avec éloquence de son désintéressement? Il avait vraiment un fond de gaieté par moments, adorable, charmant, toujours avec beaucoup de tact et d'humour, un humour un peu noir, mais toujours plein de tact et de gentillesse. C'est toi, Arthur, et c'est toi, Maurice, qui, avant tous les autres, êtes venu grossir les rangs du grand jeu. Oh, je ne pense pas que nous ayons apporté, je ne parle qu'en mon nom, pas en celui de Maurice Henry, mais que je n'ai apporté quoi que ce soit d'important au groupe du grand jeu tel qu'il a été préparé, le groupe des simplistes, à Reims. Maurice. En ce qui concerne la première rencontre, moi, je me souviens naturellement, pour moi, c'est une chose très importante et à laquelle je pense à peu près chaque jour, parce que la rencontre avec les gens de Reims a été pour moi mon destin, l'origine de toute ma vie. Et nous sommes entrés en correspondance par un ami commun qui faisait sa première supérieure à Henri IV, qui a montré une de mes lettres à Vaillant, lequel m'a écrit, Daumal m'a écrit par la suite. Et ça déjà, la première correspondance a été bouleversante pour moi. Et ensuite, j'ai connu les gens personnellement. Je suis allé à Reims voir Daumal, et puis j'ai rencontré Vaillant par la suite à Paris, puis Roger Gilbert-Lecomte un jour au Dôme. Je me souviens fort bien de cette première rencontre au Dôme. Pour moi, c'était tout à fait important parce que Roger était presque mythique, parce qu'on ne le voyait jamais. Il était presque toujours à Reims, où il poursuivait ses études et n'arrivait pas à rejoindre Paris. Et quand je suis arrivé à Paris, naturellement, mon premier désir était de voir Roger.
Et je l'ai rencontré au Dôme, à une certaine table que je peux encore désigner comme vraiment, je vois encore l'image de ce jeune homme qui se levait d'une autre table pour venir jusqu'à moi et qui était habillé de gris, costume à carreaux et à petits carreaux et le col très haut placé avec la cravate très serrée. Et c'était un personnage délicieux, tout de suite, et archangélique, enfin, en quelque sorte. Tous vous deux qui avez vécu toute l'histoire du grand jeu, avez-vous été totalement surpris par son dénouement? Je n'ai pas été surpris par son dénouement, parce que ce dénouement ne pouvait pas être une surprise, puisque nous avons vécu la vie du grand jeu chaque jour, et par contre, son évolution, par conséquent, nous est apparue, ne nous est pas apparue, plus exactement, naturellement, parce que chaque jour, il se produisait un petit événement qui, naturellement, ruinait tout cela. Mais c'est seulement beaucoup plus tard que l'on a pu se rendre compte de ce qui s'était passé, de grave, et que l'on a pu déterminer quelles étaient les causes de cette rupture et de cet éclatement. Nous avons vécu cette aventure au jour le jour, comme le disait Maurice Henry, et avec un manque de recul évident qui fait que nous ne pouvions pas avoir le sentiment d'une évolution importante puisqu'elle était vécue au jour le jour. N'est-il pas vrai que la rupture d'Aumale-Gilbert Lecomte a fait plus que séparer des deux amis et qu'elle a rompu en même temps définitivement l'équilibre du groupe? En ce qui concerne, quelle influence a-t-elle eu sur toute votre vie? Je ne pense pas que la rupture d'Aumale-Lecomte ait été absolument déterminante. Il faudrait aussi parler de la rencontre de D'Aumale avec Salzmann. Je ne peux pas en parler plus, parce qu'à partir de ce moment-là, nous avons un peu perdu les contacts avec D'Aumale. Mais nous avons tous rencontré Salzmann un certain soir dans un café du boulevard Saint-Germain, et ce n'était pas seulement D'Aumale qui s'était intéressé à Salzmann tout de suite, aussi bien Gilbert Lecomte qui était présent s'est intéressé très vivement à ce personnage étrange et qui disait des choses mystérieuses, énigmatiques, et qui rejoignait par certains côtés nos tendances métaphysiques. Par conséquent, ça n'est pas D'Aumale qui a quitté le groupe pour Salzmann, c'est peu à peu, et surtout sous l'influence de sa femme Vera D'Aumale, que D'Aumale s'est laissé emporter davantage du côté de Salzmann et qu'il a confondu alors les idées du grand jeu avec les nouvelles idées qui lui venaient de Gurdjieff par personne interposée. Mais comme Arthur le disait tout à l'heure, je ne crois pas non plus que la rupture d'Aumale Gilbert Lecomte ait été déterminante. Il s'est produit à la même époque d'autres faits, comme par exemple des divergences politiques ou des divergences dans les prises de position vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la Révolution, etc., qui ont été elles aussi déterminantes. On pourrait quand même se demander si les choses auraient évolué de la même façon s'il n'y avait pas eu la rupture de D'Aumale avec Dieu le Père, avec Roger Gilbert Lecomte. Mon père vient de m'acheter les cahiers de Mark Lorridge, Moravagine et Louis Lambert. Ma mère me nourrit à ma guise. Je vis surtout d'inanition, comme j'aime. Mais parfois, après 2 jours passés à ne prendre que du thé, j'éprouve des appétits pervers, comme une femme enceinte. Alors je mange des olives, ou bien une brioche enduite de pâté de foie, ou du poulet aux ananas, ou une petite saucisse trempée dans du café au lait. Puis, comme un prophète au désert, je ne vis plus que de lait et de fruits. Personne ne me contrarie. Je suis très faible, très heureux de ma vie stygienne. Depuis 1 semaine, je végète dans le monde des larves, sans bouger de ma chambre, parfumée, enténébrée et silencieuse et presque solitaire. Je vous plains d'être parmi les poux. Ma barbe floconneuse pousse, vergeade, autour de ma face lilas, et c'est du plus heureux effet. J'ai fait un beau dessin, un avorton de poèmes, des relations de rêves, mes projets se précisent.
Je suis entouré uniquement de bouquins profondément irrationnels. Lu L'initiation de Rudolf Steiner. Belle description des mondes supérieurs, mais le processus indiqué pour y accéder est de la dernière ineptie. Et surtout, je ne dors plus la nuit. Toujours couché, je sommeille par bribes. Jamais complètement en veille et en sommeil. Et comme j'ai souvent la fièvre, mes nombreux rêves ne se séparent plus guère les uns des autres, et mes journées de veille conservent leur atmosphère, et les livres que je lis aussi, et le goût des excellentes cigarettes que je fume. Chère Georgette, quelle a été selon vous la qualité dominante de Gilbert Lecomte? Je crois que c'est l'authenticité, la sincérité envers lui-même, qui provenait de sa lucidité exceptionnelle, de sa grande intelligence. Il a compris très jeune, je crois, l'impossibilité d'accepter tous les prétextes que les gens se donnent pour continuer à vivre une carrière, une situation sociale, etc. Il n'a jamais accepté aucune de ces compromissions. Et le soutien de Léon Pierrequin, qui aurait pu lui être favorable, il l'a refusé aussi, du moins d'une façon permanente. On avait vraiment l'impression qu'il était prédestiné. N'estimez-vous pas que, compte tenu de l'humilité qu'il tirait de sa soumission à la drogue, Gilbert Lecomte n'a jamais cessé de se croire appelé, pour ne pas dire élu, et du moins à l'époque où vous l'avez connu, de se conduire comme tel? Si, certainement, surtout dans ses conversations, parce qu'il m'est arrivé souvent d'aller le voir quand il était couché, qu'il ne se levait presque plus à l'hôtel Saint-Yves, et où pendant des soirées entières, il nous a parlé jusqu'à 3-4 heures du matin, d'une façon très très belle, d'abord de son époque de Reims, comme adolescent, et puis ensuite de la poésie. Enfin, et vraiment là, on était emporté par son... Enfin, par son esprit de pure poésie, enfin. Et il savait qu'il disait des choses vraiment définitives à ce moment-là. C'était un peu après la publication de son livre, d'ailleurs. Je vous poserai une question indiscrète, mais à laquelle seule une femme peut répondre. Quelle place Roger Gilbert Lecomte accordait-il à l'amour, et a-t-il jamais pris ce sentiment au sérieux? Je ne crois pas qu'il accordait une place vraiment très importante à l'amour. Il était alors un garçon jeune et très beau, et il aimait assez faire son entrée aux Deux Magots avec une jolie fille, par exemple, une jolie fille égyptienne avec laquelle il a vécu un certain moment. Je crois encore une fois que c'était plutôt le plaisir d'un jeune homme de s'affirmer un peu comme un donjon. Et en cela, il était peut-être un peu différent des surréalistes qui étaient toujours plus ou moins mariés et qui ne badinaient pas avec l'amour. Chez eux, on détestait le libertinage. Breton particulièrement. Alors, je ne crois pas enfin que ça ait eu une énorme importance pour lui. C'était plutôt une sorte de jeu, parce que je crois qu'il aimait aussi le jeu. D'où peut-être le titre de sa revue, inconsciemment. Vous ne pensez pas? Je crois qu'il était un petit peu joueur. Il a eu, au cours de ces 10 dernières années, quelques liaisons très sérieuses, très permanentes. Oui. On ne sait pas s'il s'agissait d'amour, oui, ou plutôt si c'était pratique, oui, pour lui, parce qu'il avait toujours besoin de quelqu'un près de lui, oui, à cause de la drogue, à cause de sa faiblesse, à cause de son manque de sens pratique. Mais je crois quand même qu'il était capable, sinon d'amour, du moins d'une très grande affection. Et ça, de toute façon, il était un homme affectueux aussi avec ses amis masculins. Avec ses amis, merveilleusement affectueux, sûrement, ça. Un être délicieux. Après celui de ses amis, j'ai voulu recueillir le témoignage d'un représentant de la jeune génération afin de savoir ce que Gilbert Lecomte et le grand jeu représentent pour elle. Dominique Rabourdin, quel âge avez-vous? J'ai 25 ans. Quel est votre métier? Je suis assistant à la télévision. Comment avez-vous découvert Roger Gilbert Lecomte? J'ai découvert Gilbert Lecomte par l'intermédiaire de René Daumal, en ce sens que j'ai lu les écrits de Daumal, et que par le biais des écrits de Daumal, je me suis intéressé aux écrits de Gilbert Lecomte. Voulez-vous nous dire le sens et le prix que vous attachez à son œuvre et indiquer la place que, selon vous, il mérite d'occuper dans les lettres françaises? Je crois que Gilbert Lecomte aurait
une place encore plus importante pas dans la littérature, parce que je crois qu'il ne l'aurait pas voulu, mais en tout cas dans la poésie, si ces œuvres connaissaient une diffusion qui est très tardive. Mais dans l'état actuel des choses, je sais que c'est un des quelques poètes du XXe siècle qui intéresse le plus les gens de ma génération, qui le mettent, je crois, au même niveau pratiquement au même niveau qu'Artaud. Il a pour eux la même importance. Délire, domptonnant du songe et des écumes, à nos d'ondes vibrantes, au creux futur, virginité, entre moi-même et le néant qui m'a hanté, ma tête ballottante au vent vol de plumes, étincelant au choc des marteaux sur l'enclume, s'éblouit de son sort d'or pur immérité. L'assaut des marteaux l'environne, sur son front forge sa couronne, cercle ardent, sacerdoce infamant du malheur, à grands coups de douleur, ruisselante, écarlate, j'ai peur qu'à force de splendeur, la tête éclate. Testament. Je viens de loin, de beaucoup plus loin qu'on ne pourrait croire, et les confins de nuit des déserts de la faim savent seuls mon histoire. Avec ses ongles, avec ses dents, celle qui est partout m'a fait mal, et surtout, surtout son affreux regard debout m'a fait mal. Si maintenant je dors ancré au port de la misère, c'est que je n'ai jamais su dire assez à la misère. Je suis tombé en bas du monde et sans flambeau, sombré à fond d'oubli plein de pitiés immondes, pour moi seul, beau.